Bienvenue dans 50 nuances d'horreur. Je suis Lily Allan, autrice, chroniqueuse littéraire et amoureuse d'horreur depuis toujours. Pas l'horreur pour choquer, pas celle qui se consomme vite et s'oublie, mais celle qui reste, celle qui travaille l'imagination longtemps après avoir refermé le livre. Dans chaque épisode, on prend le temps. On ouvre un roman, un recueil, un classique ou un sous-genre et on le regarde sous toutes ses coutures. On parle de voix, de structure, de rythme, de motifs, de ce que le texte dit et de ce qu'il choisit de taire. Installe-toi, prends ton livre préféré ou celui que tu hésites encore à ouvrir et viens, on va explorer ensemble l'endroit où la littérature et l'horreur se rencontrent. Aujourd'hui, on va se plonger dans l'un des textes les plus connus et pourtant les plus mal compris de la littérature horrifique, bien sûr, Dracula de Bram Stoker. Publié en 1897, ce roman épistolaire a façonné non seulement l'image du vampire moderne, mais aussi tout un imaginaire collectif autour de la peur, du désir et de l'étrange. Et c'est exactement ce que je voudrais faire dans cet épisode, relire Dracula en revenant à sa structure, à son contexte et surtout à ses zones d'ombre. Parce que oui, c'est un classique qu'on croit connaître, mais c'est aussi un texte beaucoup plus subtil qu'il n'y paraît. Derrière la cape et les canines, il y a un livre profondément victorien, traversé de paranoïa, de désirs refoulés et d'angoisse sociale. Alors, aujourd'hui, on va s'intéresser à 3 grandes dimensions. La construction épistolaire et ce qu'elle change dans notre lecture. Le vampire comme figure de la contagion entre maladie et sexualité, la vision du corps féminin et connotations sexistes de l'époque. Attention, les trigger warnings ici sont le sang, la violence, la sexualité et la misogynie implicite. Le premier choc, quand on ouvre Dracula, ce n'est pas tant le vampire en lui-même que la forme du récit. Bram Stoker n'a pas écrit un roman linéaire avec un narrateur omniscient. Il a choisi une succession de journaux intimes, de lettres, de télégrammes, de coupures de presse. Ce choix est essentiel. Il donne une illusion de réalisme. On a l'impression d'un dossier, d'une enquête reconstituée à partir de fragments. C'est une manière d'ancrer le surnaturel dans une logique quasi documentaire. On retrouve d'ailleurs ce procédé dans d'autres classiques gothiques comme Frankenstein de Mary Shelley, qui adopte déjà un système de lettres. Mais chez Stoker, l'éclatement des voix accentue l'impression d'une vérité qui s'assemble pièce par pièce. Mais ce choix n'est pas seulement stylistique. Il dit quelque chose de la paranoïa victorienne. Dans une société obsédée par le contrôle, la science, la rationalité, le fait d'accumuler des preuves et des témoignages est une manière de lutter contre l'irrationnel. Sauf que plus on lit, plus on sent les failles. Les narrateurs sont partiaux et certains documents sont incomplets. Et surtout, la figure de Dracula, lui, échappe toujours au récit. Il est très peu présent directement. On le devine dans les réactions des autres et dans les trous du texte. Et ça, c'est une force incroyable. Dracula existe d'abord comme une absence. Il est une menace diffuse, une ombre qui circule entre les lignes. Sa puissance est de ne pas être décrit frontalement, mais d'apparaître par écho. La grande peur qui traverse le roman est celle de la contamination. Dracula ne tue pas seulement, il transforme. Chaque morsure est une infection, une intrusion. On est au cœur de l'angoisse victorienne face à la maladie. À l'époque, la syphilis, la tuberculose et toutes ces pathologies circulant dans le corps et se transmettant par le sang ou par le sexe. La morsure vampirique est évidemment chargée de connotations sexuelles. Quand Lucie puis Mina sont attaquées par Dracula, la scène n'est pas décrite comme une simple agression. Il y a une dimension érotique, troublante, presque scandaleuse pour l'époque. Les hommes, eux, sont obsédés par l'idée de protéger la vertu des femmes. Mais dans les faits, ce qu'on lit, c'est un désir féminin qui se réveille malgré les codes sociaux. C'est ça qui rend le texte encore plus fascinant aujourd'hui. La morsure n'est pas qu'un viol, c'est aussi une initiation à d'autres formes de sexualité interdites et transgressives. Et c'est bien ce qui effraie le protagoniste masculin, que les femmes ne soient plus des victimes, mais des complices. Derrière la figure du vampire, il y a donc 2 angoisses superposées, la peur de la maladie et la peur du désir. 2 choses que la société victorienne cherche à maîtriser absolument, en les enfermant dans des discours médicaux ou moraux. Dracula, lui, vient fissurer ce système. N'oublions pas non plus que Dracula est un immigrant. Il arrive de Transylvanie, région reculée, perçue comme archaïque et sauvage par les Britanniques de l'époque. Le roman est traversé par cette peur de l'autre, de l'invasion étrangère. Dracula ne se contente pas de s'installer en Angleterre, il contamine ses habitants. Il menace la pureté nationale. Le roman s'inscrit dans une époque marquée par l'impérialisme, mais aussi par une peur grandissante. Et si l'Empire britannique, au sommet de sa puissance, était en réalité vulnérable aux assauts de l'extérieur?
Le vampire devient alors le symbole de cette crainte coloniale inversée. L'étranger n'est plus celui qui domine, mais celui qui vient corrompre le centre. On ne peut pas lire Dracula sans remarquer l'importance des figures féminines. Lucie et Mina ne sont pas seulement des victimes, ce sont des révélateurs des obsessions de l'époque. Lucie, c'est la jeune femme idéale, belle, vertueuse, entourée de prétendants. Mais quand elle est mordue par Dracula, elle se transforme en femme fatale, sensuelle, prédatrice et menaçante. Elle incarne ce que la société victorienne redoutait. Une femme qui échappe au code, qui assume son désir et qui devient incontrôlable. Sa libération est donc vécue comme une corruption. Et la seule manière de rétablir l'ordre est de la tuer, dans une scène glaçante où ses propres prétendants participent à sa mise à mort. Mina, elle, est plus complexe. Elle est représentée comme intelligente, rationnelle, capable de taper à la machine et de participer à l'enquête. Mais en même temps, elle reste enfermée dans le rôle de la bonne épouse dévouée. Mina est à la fois valorisée et infantilisée. Elle doit être protégée, préservée. Pourtant, malgré cette protection, elle est contaminée par Dracula. Son rôle devient alors celui de la médiatrice. À travers son lien psychique avec le vampire, elle aide à sa destruction. Mina est donc ambiguë. C'est à la fois la femme moderne qui collabore à la lutte et la femme à sauver. En lisant ces passages aujourd'hui, on sent à quel point le roman traduit les contradictions de l'époque sur la place des femmes. Elles sont essentielles, mais toujours ramenées à une fonction de pureté ou de danger. La femme est soit l'ange, soit la tentatrice, jamais une personne complète. Un autre élément fondamental du roman, c'est la place du religieux. Dracula, c'est le profane absolu. Il profane le corps humain, il défie la mort, il transgresse les limites naturelles. Face à lui, les protagonistes opposent tout un arsenal chrétien, les crucifix, l'hostie, les prières, etc. On pourrait croire à une simple opposition entre bien et mal, mais c'est beaucoup plus subtil. Le religieux, ici, ce n'est pas qu'une croyance, c'est un outil de contrôle social. Le crucifix est une arme, l'hostie devient une barrière. La religion est illustrée de façon pratique comme une technologie spirituelle. Ce qui est fascinant, c'est de voir à quel point le roman fait coexister ces armes sacrées avec les outils modernes. Van Helsing et ses compagnons utilisent à la fois la prière et la transfusion sanguine, le crucifix et les stéthoscopes. La lutte contre Dracula est une lutte hybride. La science seule ne suffit pas, mais la religion seule ne suffit pas non plus. On sent bien là encore une angoisse de l'époque. La modernité ne parvient pas totalement à se débarrasser du surnaturel. La rationalité scientifique doit s'allier au mysticisme pour vaincre l'irrationnel. C'est une tension qui traverse toute la littérature gothique, mais qui est particulièrement palpable dans Dracula. Il faut replacer Dracula dans son contexte. La fin du 19e siècle est une période de bouleversement. La révolution industrielle a transformé les villes, les technologies de communication, donc les télégraphes, les machines à écrire, les presses, etc., qui modifient le rapport au temps et à l'espace. Stoker intègre tout cela dans son roman. Le récit est rempli de télégrammes, de coupures de journaux, de notes prises à la machine. On a presque l'impression d'un roman moderne où l'information circule vite, où les moyens technologiques permettent de coordonner une lutte collective. Et pourtant, au cœur de ce dispositif hyper moderne, il y a Dracula, une figure archaïque, médiévale qui surgit dans une Angleterre rationnelle. Le roman met donc en scène un choc, le passé qui revient hanter le présent. Et c'est ce qui rend Dracula encore plus actuel. Il parle de la difficulté d'une société moderne à gérer des forces irrationnelles, des pulsions, des croyances qui ne disparaissent pas avec le progrès. Revenons un instant sur le rôle des femmes. Ce qui est frappant, c'est que chaque fois qu'une femme est contaminée par Dracula, c'est comme si l'ordre social entier risquait de s'effondrer. Lucie, transformée, devient une prédatrice sexuelle. Mina, liée au vampire, devient une menace pour l'enquête. Le corps féminin est donc perçu comme un lieu de la fragilité collective. S'il est corrompu, tout le reste suit. Et pour sauver la communauté, il faut contrôler ce corps, l'assujettir et le purifier. C'est d'une violence symbolique terrible, mais révélateur de l'idéologie victorienne. Aujourd'hui, on peut relire ces passages comme une critique involontaire. Stoker n'était peut-être pas conscient de reproduire cette logique sexiste, mais le texte la met en lumière. Et c'est précisément ce qui fait que Dracula reste un objet d'étude. Il révèle autant qu'il raconte. On ne peut pas parler de Dracula sans évoquer l'obsession du sang. Ce n'est pas seulement un détail horrifique, c'est la matière même du roman. Chaque morsure, chaque transfusion, chaque échange de fluide est une manière de dire quelque chose sur l'époque. Le sang au 19e siècle est à la fois un objet médical et un symbole vital. Les théories sur la circulation sanguine, sur la pathologie transmise par le sang, étaient au cœur des débats scientifiques. Mais le sang est aussi un symbole religieux.
Il renvoie au sacrifice du Christ et au vin de l'Eucharistie. Dans Dracula, il devient un terrain d'ambiguïté. Les hommes transfugent leur sang à Lucie pour la sauver. Mais ce geste, loin d'être neutre, est lourd de connotations sexuelles. Pénétration symbolique, mélange des corps, intrusion masculine. Lucie devient ainsi le réceptacle de plusieurs hommes, au point que certains critiques ont parlé de polygamie implicite. A l'inverse, le sang de Dracula est contaminant. Sa morsure introduit dans le corps de ses victimes une altération radicale, une autre essence. Le sang est donc double. Il peut sauver, purifier, mais aussi corrompre, détruire. C'est le lieu où s'affrontent deux logiques, celle de la médecine et celle du mal surnaturel. Un paradoxe fascinant du roman, c'est que Dracula lui-même est peu présent. Si on compare à l'imagerie collective, on se rend compte que le personnage est davantage une ombre qu'un protagoniste actif. Il apparaît au début dans le château, dans les chapitres de Jonathan Harker, puis de façon plus diffuse en arrière-plan. La plupart du temps, ce sont les autres qui parlent de lui, qui le décrivent et qui ressentent son influence. Cette absence est en réalité une stratégie narrative brillante. Plus Dracula est absent, plus il est partout. Son pouvoir réside dans sa capacité à hanter le récit, à se glisser dans les interstices du texte. On ne sait jamais exactement où il est, mais on sent sa présence. C'est un procédé que beaucoup d'œuvres horrifiques reprendront. Suggérer de l'horreur plutôt que de la montrer. Faire du monstre un fantôme qui pèse sur l'atmosphère. Stoker invente ici un mode de narration qui rend le vampire immortel dans l'imaginaire. On mesure mal aujourd'hui à quel point Dracula a influencé la culture populaire. Bien sûr, il n'est pas le premier vampire littéraire. Le Vampire de Polidori ou Carmilla de Sheridan Le Fanu avaient déjà posé des bases, mais Stoker leur a donné une structure épique, un souffle qui allait marquer durablement. Tout ce qu'on associe au vampire moderne vient en grande partie de lui. L'aristocrate charismatique, le lien entre sexualité et danger, la lutte entre modernité et archaïsme. Au cinéma, l'héritage est immense. Nosferatu de Murnau en 1922, puis les films de la Hammer avec Christopher Lee. Et évidemment, les innombrables réinterprétations jusqu'à Coppola et son Dracula de 1992. Chaque époque a réinventé la figure en fonction de ses propres angoisses. La maladie du 19e siècle, la guerre froide dans certains films des années 50, l'angoisse du sida dans les années 80. Mais il y a aussi un héritage plus discret, celui du roman polyphonique, éclaté, qui a inspiré des récits contemporains, jouant sur la multiplicité des voix et la fragmentation. Pourquoi est-ce qu'on continue de lire encore ce roman à l'ère où les vampires saturent complètement la pop culture? Parce que le texte reste incroyablement riche, justement parce qu'il ne se réduit pas à une simple histoire de monstre. C'est un roman qui parle de nous, de nos peurs face à l'étranger, face à la contagion, face au désir. C'est un texte qui met à nu une société obsédée par le contrôle et qui, malgré ses outils modernes, échoue à contenir ses propres pulsions. Et surtout, Dracula rappelle que la littérature d'horreur n'est jamais gratuite. Derrière les crocs et les cercueils, il y a des discours sociaux, politiques et intimes. Le roman horrifique est une manière de raconter autrement les angoisses de son temps. En refermant Dracula, on ne retient pas seulement une histoire gothique de vampires et de chasseurs. On retient un texte qui a mis en place une mythologie entière et qui continue de nous parler. Dracula, c'est l'ennemi extérieur qui devient intérieur. C'est le désir qui contamine. C'est le passé qui revient hanter le présent. C'est une œuvre qui a cristallisé les obsessions à la fin du 19e siècle et qui, en même temps, reste ouverte à de nouvelles lectures. Et c'est peut-être là la marque des classiques. Ils ne sont pas figés dans leur époque. Ils se transforment avec nous. Dracula comme figure et comme roman continue de mordre. Et tant que nous aurons des peurs à explorer, il ne cessera jamais de revenir. Voilà pour ce classique de la littérature, Dracula de Bram Stoker. J'espère que cet épisode t'a plu. N'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé dans les commentaires. N'hésite pas à venir poursuivre le débat avec moi sur Instagram à 50 nuances d'horreur. Je te mets encore une fois tous les liens dans la description de cet épisode. Je te dis à la semaine prochaine pour un nouveau rendez-vous horrifique sur le podcast 50 nuances d'horreur. Merci d'avoir écouté 50 nuances d'horreur. Si cet épisode t'a plu, pense à t'abonner, à laisser 5 étoiles et quelques mots. C'est le meilleur moyen pour que ce podcast trouve d'autres oreilles. Tu peux aussi me retrouver sur Instagram 50 nuances d'horreur pour prolonger la discussion, me partager tes lectures et me souffler la prochaine œuvre à disséquer. On se retrouve très vite pour un nouveau voyage au cœur des histoires qui marquent et qui mordent. En attendant, garde la porte ouverte, on ne sait jamais qui pourrait frapper.